Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, on repart dans les États-Unis. C'est pas encore la guerre civile, les États sont toujours bien unis, on a quitté le sol d'Écosse, on a quitté l'Europe, nous sommes à Monday Night Raw le 17 juin à Corpus Christi dans le Texas, le plus grand État des États toujours unis. Pour m'accompagner dans cet épisode qui fait déjà date, historique dans l'histoire du catch mondial, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Gaëv, salut tout le monde, comment ça va? Ça va, là, j'avais une impatience énorme pour cet Oui, épisode. Pourquoi Giscal? Parce que pourquoi? c'est quelque chose dont on ne parlait pas. On n'a jamais abordé ce qui se passait en C'est fil vrai. rouge, en fil bleu des derniers épisodes de WWE à Monday Night Raw, à SmackDown. Ça fait plusieurs mois qu'on se tape des QR codes à tire-larigot, qu'il faut sortir son smartphone, qui a tout un jeu de pistes qui s'est remis en route depuis plusieurs semaines. Évidemment, tout pointé vers un retour de l'univers de Bray Wyatt qui nous avait quittés. Eh bien, le rendez-vous avait été donné pour aujourd'hui, le 17 juin à Corpus Christi. Il devait se passer quelque chose. Et Giscal, il s'est passé quelque chose. Et Je oui, te propose de faire durer encore un peu plus le plaisir parce qu'il a fallu qu'on patiente. Moi, et oui, et j'en oui, il pouvais a fallu plus. patienter. J'en pouvais plus. J'ai regardé cet épisode quasiment que pour ça. Mais du coup, ils s'y attendaient puisqu'ils nous ont offert une grosse surprise en opener. Et Giscal. oui, La grosse et surprise, oui, le retour de Seth freaking Rollins. Oh là là là, magnifique. le mec ne peut pas s'empêcher de bosser en fait. Il peut pas Bah s'empêcher. oui, voilà, c'est ça. On lui propose de se reposer, de prendre des vacances, et non, 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 non. Il est là, il revient Ouais. au boulot, il revient au turbin, il revient pour réclamer son trône. Eh oui, Monday Night Rollins, il est parti quelques mois, 2 mois, il revient et il s'annonce tout simplement à Money in the Bank. Il va aller décrocher la mallette, un mallette qu'il connaît bien puisqu'il en a déjà décroché une, qu'il l'a encaissée à WrestleMania. Et justement, un qui a fait la même chose, et d'ailleurs il va en profiter, il va comparer, tel un effet miroir, c'est Damian Priest, le champion du monde poids lourd actuel, qui lui aussi a connu un parcours identique, des grosses factions, la mallette, le titre de champion du monde, et voilà la comparaison, mais la comparaison s'arrête là parce que Seth Rollins provoque Damian Priest qui, finalement, lui, va nous surprendre aussi, une petite surprise sur la surprise, puisque Damian Priest lui dit, écoute, moi je vais faire mes preuves, il veut montrer qu'il est plus qu'une jambe, il est dans des cordes, il est un champion du monde poids lourd, et il propose Giscal simplement à Seth Rollins, pourquoi attendre que tu ailles décrocher éventuellement la mallette, pourquoi ne pas tout simplement s'affronter en direct à Money in the Bank. C'est la folie, le public de Corpus Christi qui était un public, voilà, on-off, c'était vraiment on-off. Et là, ils sont montés, ils étaient chauds, et Seth freaking Rollins accepte le challenge, Giscal. Quel opener, quel opener. Et oui, quelle folie, cet épisode qui commence sur les chapeaux de roue. Alors en effet, pour les plus avertis, tu l'as dit, et on va en parler plus tard, des QR codes, des teasers, de tout ce qui se passait dans la coulisse, des internets les plus sombres. On pressentait qu'il allait enfin peut-être se passer quelque chose de fou ce lundi. Mais du coup, très joli premier contre-pied de la WWE qui a globalement, j'ai trouvé très habilement construit cette émission, et en effet avec en allumant des faux feux un peu partout, et là un feu presque, oui, littéralement un feu, puisqu'avec le titantron enflammé de Seth Rollins, et le voilà qui fait son grand retour et qui du coup s'accapare tout le spotlight et toute l'attention du public pour ce début d'émission. Donc évidemment, grande surprise de mon côté, et grand plaisir de retrouver cet acharné de travail qu'est Seth Rollins, qui en effet revient déjà, puisqu'il lui est manifestement insupportable de ne pas être le tout meilleur, et de ne pas reprendre son titre au plus vite. Donc il vient tout de suite se réinsérer dans la title picture. Et c'est marrant, voilà, il est par le biais du Money in the Bank, sauf que c'est Damian Priest qui lui offre sur un plateau d'argent ce Ouais. title shot pour Money in the Bank, donc assez sympa. On reprend, après cette parenthèse écossaise, on l'avait dit la semaine dernière, on reprend le chemin d'un Damian Priest valeureux, d'un Damian Priest
leader par l'exemple de son groupe, qui s'éloigne un petit peu de ces villes laquais de par sa grandeur d'âme et voilà et son leadership. Et donc il vient et il dit non attendez, moi je suis un grand champion, tu veux être le meilleur, ben il y a rien de plus simple, il faut qu'on s'affronte. Donc je trouvais que c'était très efficace. Voilà, on reprend le développement du personnage de Damian, on réinsère directement Seth Rollins dans la title picture, donc écoute, c'est une super nouvelle parce que, enfin voilà, ça nous book une affiche somptueuse pour Money in the Bank qui, mine de rien, arrive très vite. Donc, on va dire que d'une certaine manière, voilà, on fait saute-mouton d'éventuels qualifs, number one contender, patati patata, avec quelqu'un qui est tout à fait légitime pour, en tout cas, porter ce rôle. Donc, à la fois pour le booking de Money in the Bank et de manière générale pour les histoires de la WWE, j'ai trouvé écoute, cette petite intro très efficace. Ouais, moi ça m'a plu aussi à la fois la surprise de Seth Rollins et la façon finalement assez originale. Il nous faut pas grand chose dans le catch pour nous surprendre de ce champion heel qui propose justement ce face à face en direct. On ne passe pas par des étapes d'intermédiaire. J'ai trouvé ça très 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 excitant et comme tu l'as dit, un bon contre-feu et on va en allumer plusieurs. En fait, beaucoup d'histoires vont avancer d'un seul coup à grands pas. D'ailleurs, je suis impatient d'avoir ton avis sur ce qui s'en est suivi derrière, puisque la Alpha Academy est en coulisses avec Adam Pearce, qui évidemment voit Chad Gable se plaindre et réclamer un rematch contre Sami Zayn. Il s'en prend à tout le monde. C'est à cause de Otis, de Maxine, et puis alors Tozawa, n'en parlons pas, qui n'est même pas capable d'être là. Et son visa n'est visiblement pas en règle. Il se fait un petit peu renvoyer à la fin de la queue, à la fin de la file d'attente par le general manager dont il faut suivre les comptes de réseaux sociaux parce qu'il est Scrub Daddy est on fire. Donc il dit écoute, ok, envoie-moi n'importe qui, n'importe quoi, et il va nous montrer ce qu'il sait faire. Et du coup, il envoie ni plus ni moins que le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, qui est un SOB dorénavant. Qui va donc tout simplement attaquer et malmener le pauvre Chad Gable au point de se bouffer une power slam alors que Chad implore à son équipe de l'aider comme toujours, sauf que personne ne bouge, personne ne veut vraiment aider Chad Gable. La séparation n'était pas officielle. On se souvient que voilà, à Otis, je vous invite à écouter notre grosse review de Clash at the Castle. Otis avait commençait à montrer un petit peu plus de rébellion. Et là, Gable est en colère après sa défaite face à Braun Strowman. Il convoque, convocation, les états généraux. Il prend la tête de Tozawa. Il est là du prix Maxine qui s'interpose entre les deux hommes. Chad Gable prend la béquille de Maxine et la balance et lui dit va-t'en maintenant. Pas très sympa. Il donne une bonne claque à Tozawa qui est mort sur le coup, je pense. Instant death. En effet. Et Otis qui tout simplement va attaquer et pousser Chad Gable au sol. Et voilà, je parlais d'évolution, d'histoire là qui saute carrément d'un chapitre à l'autre. La foule qui pop de folie. Otis finit par se calmer. Il va pas passer à tabac. Juste, il a ce geste. Il a ce geste là de colère, il a pas réussi à se retenir, il a repoussé Chad Gable et donc il repart avec les deux zigotos et on les revoit un petit peu plus tard, ils font leur valise et ils s'en vont jusqu'à, ils quittent complètement, en tout cas ils déposent leur dème. Peut-être que Maître Gable ne va pas accepter qu'il s'en aille, ça serait intéressant même si Gable a l'air de dire que si c'est comme ça, moi je vais gagner le Money in the Bank et puis je vais devenir champion du monde, voilà, tout simplement. Et voilà, un autre revirement. Tu l'as dit, il va se passer beaucoup de choses au point de se dire, mais en fait, il va peut-être rien se passer à la fin de l'épisode. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un épisode déjà assez dense, puisque en effet, le dénouement que nous n'aurons pas eu donc à Clash at the Castle semble, en tout cas, se précipiter. Non, parce qu'on reste encore dans une explosion d'Otis, somme toute maîtrisée, on va dire, puisqu'il il lâche pas non plus complètement les chevaux. Bon, alors, il pousse, ça y est, il a poussé, voilà. La frontière physique a été franchie, mais maintenant, voilà, ça reste, on sent qu'il et c'est pas qu'il regrette, mais d'ailleurs, c'est assez marrant, le sous-texte toujours, je pense qu'il sait avec ce geste que d'une manière ou d'une autre, il a franchi une limite, lui, dans sa relation, et donc forcément, voilà, il y aura des séquelles de ce qu'il vient de faire. Donc,
il préfère finalement voilà partir plutôt que d'en faire plus et d'aggraver encore. Il préfère partir avec ses amis et sa famille et donc quitter l'arène, comme tu dis. Et donc ouais, Chad Gable là, qui se retrouve un peu de fait bah, tout seul et qui voilà. Et puis alors comme le méchant qu'il est là, voilà, il tape des pieds là presque, tu vois, il fait son caprice, il dit bah j'ai pas besoin de vous puisque c'est comme ça et tout. Je vais Et faire ce donc, qu'Otis n'a jamais réussi à faire. Je vais ouais, prendre la balette, je vais ouais, gagner. exactement. Donc écoute, tout ça est pas mal en effet. Clash at the Castle n'était que voilà, finalement bon, on reviendra peut-être sur les terribles résultats, à moins que nos chers compagnons de route, Letty et Raphaël, qui à l'heure où vous écouterez cet épisode, ont déjà analysé Clash at the Castle. Mais oui, on pensait peut-être que cette rupture aurait lieu à Clash at the Castle, mais non. Donc ça y est, là finalement, l'histoire se poursuit à Raw. Moi, ça continue à me plaire, c'est-à-dire que je continue à trouver que ce sous-texte, c'est globalement bien servi par tout le monde. Alors évidemment, c'est surtout Chad Gable au micro, et après les autres, c'est plutôt dans les attitudes, dans les regards, dans les têtes basses. Enfin, je trouve que tout ça est assez sympa à suivre et s'enchaîne bien. Donc on Ouais, continue, ouais. on continue tout ça. Ouais, ouais. Sur le coup, j'avoue, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, ah, pourquoi, enfin, c'est bizarre de faire ça 2 jours plus tard, dans un Monday Night Raw Oui, presque lambda, de faire enfin péter la marmite. Mais en fait, l'histoire est tellement bien racontée que tu dis, c'est pas fini, en fait, c'est pas fini. ah oui, Bon, peut-être que c'est fini, et puis, bah, tant pis pour nous. Mais ce serait dommage dans oui, c'est cette sûr que ce relation serait un qui a peu été dommage si ça se construite. terminait. Ouais, naturellement, tu te dis, Chad Gable, il va pas laisser passer le truc, et surtout Otis, il va s'en vouloir, quoi. Il va s'en Ah vouloir oui, parce que lui, il part, mais il embarque les 2 autres aussi avec lui, toi. Il y a ça aussi, donc il peut aussi avoir ce remords-là et revenir encore plus soumis, en fait. S'il revient, ouais, il sera peut-être, encore plus peut-être. soumis et il repart à zéro. Donc, ouais, super séquence. Tu parlais des pronostics un peu en sous-texte, là. Écoute, je suis pas certain que nos amis ont balancé les résultats des pronos, donc je vais en profiter. C'est une toute petite parenthèse. Comme ça, on va garder notre temps pour ce qui s'est passé à la fin de cet épisode. Eh bien, c'était une catastrophe pour toi, Giscard, tout simplement. C'est pour ça que tu voulais en parler. Je pense que Oui, tu as évidemment. besoin d'aide. Oui, j'ai besoin d'aide. Je pense que je n'arrive plus à anticiper les choses. Je pense que Ouais. Triple H est devenu fou, tout À simplement. traverser du désert hein, pour Giscard là dans les pronostics, qui accuse en plus tout simplement les bookers évidemment, qui accusent Triple Bien H. sûr, mais ça ne C'est peut plus, être que de c'est leur faute. Quand on décide de faire gagner 2 Écossaises lambda là comme ça, je peux plus rien faire pour eux. ouais. Enfin bon, là pour le coup, je pense que personne n'a dû trouver ça, mais peut-être des fous. Non, personne n'a trouvé, donc finalement, voilà, c'est presque celui-là ne compte pas. Bon, par contre, voilà, t'as fait un 2 sur 5, c'était assez minable, il faut le dire. Par contre, il y en a qui s'en sont un peu mieux sortis que toi, puisqu'on a eu 6 participants qui ont réussi à trouver les 4 autres résultats, évidemment. Euh, mais il y a une personne, voilà, qui a réussi à faire en plus les 2 tiebreakers. Et c'est Lali, donc Lali Catch-Up Roll-Up Champion, qui s'empare de ce titre intermédiaire, hein, le titre intermédiaire du concours de pronostics. Donc bravo à elle. Quant au classement général, hein, qui est celui qui t'intéresse, Giscal, parce que voilà, tu le fais pour Oui, le maillot jaune, hein, tu le fais pour le maillot oui, jaune. Hein, absolument, voilà, même absolument. si là, bon, t'es mal barré quand même, il faut dire les choses. Faut en Eh parler. il faut être relativement honnête. Eh bien, ils sont 1, 2, 3, 4 à se partager la première place. Donc, Sully Perfect Ten, Jericho, Bewasber et Lali, justement, qui les a rejoints, voilà, avec 28 points. La suite, bah, elle approche bientôt, tu l'as dit, à Toronto avec Money in the Bank. Et justement, on aura des matchs de qualification dans le main event de ce Monday Nitro, mais on a aussi un match de qualification féminin. Voilà, la petite transition est toute trouvée puisque Io Sky s'est qualifié jusqu'à Ah se oui, débarrassant assez facilement de Kiana James, transfuge d'NXT, et de Zelina Vega. Je sais que tu es déjà ravi pour elle, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, Io Sky, on l'a revu absolument. un petit peu plus tard, puisque avec Damage Control, et Damage Control s'est fait malmener par Kaden Carter et Katana Chance. Donc là, c'est banco, hein, biscotte banco là Ah oui. pour notre ami Giscal. Là, c'était vraiment Ah, magnifique. Bon, ça a été parsemé un petit peu par-ci par-là, donc voilà, c'est pas tout n'est pas parti comme ça d'un coup. On n'a pas fait un gros paquet division féminine parce que voilà, on voulait quand même garder
Giscard devant son écran. Oui. Et Yoska était pas contente, une fois de plus. Elle a dit Damage Non. Control doit changer. Voilà, pour la Oui, troisième ou exactement, quatrième avec une semaine. très belle phrase entière, sujet verbe complément d'objet direct et indirect pour Yoskai en anglais, c'était pas mal. Ouais, c'est Euh, évolution. ouais, Évolution. c'était pas mal, c'était pas mal. Duo, Non, bah écoute, elle a réactivé son abonnement Duolingo, là. oui, peut-être en effet, ou Babel ou je sais pas quoi là, mais ouais. Non, non, écoute, c'était bien. On continue un petit peu, c'est dans la lignée de ce qu'on avait dit la semaine dernière. Écoute, moi, si on se dirige vers une Yoskai qui prend son envol de son côté, qui se Hmm. débarrasse des loseuses, bah écoute, ce sera très bien. Globalement, l'autre match que tu as mentionné a été resté très très court non plus, donc on va pas dire que ça nous a non plus pourri cette émission. Donc globalement, voilà, les choses ont suffisamment avancé pour continuer vers une issue peut-être favorable pour Yoskai, donc ça me va. Et puis sinon, c'était aussi l'occasion de voir pour la première fois Kayana James là, et écoute, ouais, peut-être, ouais, même impression que l'Aera Valkyria, ouais, je sais pas, les montées récentes m'inspirent peu côté féminin. Ouais, m'a pas tapé dans l'œil elle non plus, mais Bon, écoute, elle est très bien, mais il fallait garder son petit personnage voilà, ouais, d'espèce pas pourquoi elle vient d'assistante. avec un sac à main Ouais, au ring voilà, là, ouais, voilà. son Dans le personnage. ring, je suis pas sûr que c'était la bonne idée de précipiter toutes ces montées Ouais. d'NXT entre les cordes, même si je sais que la division féminine, voilà, c'est un peu le désert, mais enfin bon, occupez-vous déjà de celles qui sont là avant de commencer à balancer des nouvelles là, voilà, comme si qui vont disparaître 3 mois plus tard. C'est un petit peu dommage. Je vais parler de Sabizen. Il est là sur le ring. Il dit que Chad Gable, c'est fini. C'est fini, il passe à autre chose, tout simplement. Et voilà, il comprend quand même ces gars. Il rappelle le passif Alpha Academy, la Bloodline, il a fait partie voilà, aussi de la Bloodline. Il a connu ça, il a réalisé que tout le monde voilà, doit pouvoir faire ce qu'il veut quand il est prêt. Il a quitté la Bloodline quand il était prêt. Jey Uso, c'était pareil. Et puis il espérait donc à ce moment-là que l'Alpha Academy quitte Gable, ce qui s'est plus ou moins fait dans les vestiaires. Mais là, surtout, il veut défendre son titre. Il veut défendre son titre contre quelqu'un de valeureux. Et soudain, la musique de Bron Breakker retentit jusqu'à Bron Breakker qui arrive. Et Bron Breakker, il a les dents longues, il a de l'ambition, le garçon. Voilà, il dit Bodies everywhere. Derrière lui, il a tué un paquet de monde. Là, on se dit petit clin d'œil peut-être sur la scène finale de l'épisode. On va voir, je suis pas sûr si c'était fait exprès, mais en tout cas, c'était sympa. Sabizen donc est le prochain sur cette liste que Bron Breakker a commencé. Il veut prendre son titre intercontinental. L'autre lui dit écoute, il le provoque hein, en levant son titre. Et là, la musique d'un autre rouquin, hein, parce qu'il y en a deux du coup, d'ailleurs, chez parce que c'est de lui dont il s'agit, fera la remarque. Voilà, écoute, il peut y avoir plus qu'un rouquin dans un ring. Il débarque et il dit, bah voilà, après avoir balancé les bangers et les bangers, il a toujours le regard porté vers le titre qui lui manque jusqu'à ce championnat qui lui échappe depuis tant d'années, le titre intercontinental. Respect pour Sami Zayn, mais il veut le titre également. Ça se chauffe entre Bron Breakker et Sheamus, donc l'autre qui dit ouais c'est un vétéran qui est sur la touche, l'autre qui dit que c'est un gamin qui a encore rien vu, que là il est dans la cour des grands et Sami Zayn tout simplement qui apparaît comme ça derrière entre les deux et qui dit bah écoutez vous êtes semblé avoir une petite discussion à avoir, là, un petit différend à régler entre vous deux, donc il va voir Adam Pearce et il organise le match Sheamus versus Bron Breakker qui va se terminer en disqualification après un gros match de brutes, de genre un petit peu différent, mais des brutes quand même. Enfin, c'est pas le genre de gars que tu vas essayer de séparer, hein, tu les laisses se mettre sur la tronche si tu les croises à 1h du matin dans les rues de Dublin. Des gros kicks dans tous les sens, et justement quand le Brock kick de Sheamus démarre, qui v'là-t-il pas, l'Allemand Ludwig Kaiser qui chope Sheamus, l'arbitre arrête le combat, derrière ça se bagarre en ringside, et là Bron Breakker arrive et il passe un énorme spear sur Sheamus, et ça va être la même chose sur Kaiser juste après. Donc le spear continue, hein, le Spearfest continue, et Bron Breakker versus Sheamus, voilà, qui était un match de gros bourrin, de gros Golgoth qui nous a été offert comme ça, les petits gâteaux, petites sucreries. Oui, petite sucrerie, en effet, très 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 très, très sympa. J'ai adoré ce match. Écoute, comme quoi, bon, maintenant à force de le répéter, c'est vrai que on se rend compte, en fait, il y a rien qui vaut deux énormes brutasses qui se cognent dessus dans un ring. Hein. C'est quand même souvent, souvent les recettes les plus efficaces. Hein. On sait que Breaker et Dragunov dans un autre style nous ont beaucoup plu parce que voilà c'est très très intense. Les Gunther Sheamus ça marche bien. Bon bah voilà Breaker Sheamus c'est aussi dans la digne lignée.
Tu mets deux énormes sacs de viande là qui se tapent dessus et qui se foncent dessus à toute vitesse et ça donne un super match. Donc ouais, bah, j'ai trouvé que c'était top. La façon dont ça a été amené aussi. Ouais. Écoute, Braun Breaker, voilà, monte tranquillement dans la carte après avoir, comme il a dit si bien lui-même, t'as raison, le clin d'œil, il a tué tout le monde. Bah, Sheamus, et puis, enfin bref, Sami Zayn, bah oui, forcément, c'est un peu la suite logique, donc bien joué. Sheamus qui débarque dans tout ça. Pareil, là aussi assez sympa, Sheamus qui végétait un peu d'une certaine manière, qui avait loupé le coche pour le King of the Ring, qui avait un petit peu loupé le coche aussi pour Clash at the Castle derrière. Bon bah écoute, on va dire que son statut à la Seth Rollins qui s'auto-inclut un peu directement dans le Money in the Bank. Bon bah oui, Sheamus lui, tu vois, niveau suspension d'incrédulité et kefab, on lui en voudra pas en quelque sorte de venir tout de suite prétendre à se mêler à la quête pour le titre intercontinental, donc ça fonctionne pas trop mal. Et puis ça permet surtout à Breaker d'avoir ouais un très joli, très prestigieux quand même piédestal à franchir et à grimper pour aller défier Sami Zayn. Donc c'était pas mal fait. Et par-dessus le marché, ils se sont même payé le luxe de en plus remêler Kaiser à tout ça, ce qui fait que Sheamus ne perd pas non plus tout de suite contre Braun Breaker. Donc écoute, voilà, ils ont à la manière qu'ils avaient eu un petit peu avec, moi j'avais bien aimé la petite phase aussi avec Bronson Reed autour du titre et mince qui avait été dans ce mix là aussi pour le titre intercontinental. Je sais plus, il y avait une danse à trois aussi à un moment comme ça. Et ben là, de la même manière, voilà, hop, ils nous ont rebooké une petite scène intercontinentale pour les semaines à venir et les pay-per-view à venir. Donc j'ai trouvé que là aussi c'était bien fichu, c'est rafraîchissant, que des matchs qu'on n'a pas vus encore. Et puis mention spéciale à la production, encore une fois, pour cette capture de drone là du Spear de Braun Breaker sur Kaiser, qui a été filmé depuis au-dessus du ring pour bien voir les deux trajectoires là se télescoper, c'était vachement bien fait. Donc bah écoute, top encore une fois. Ouais. Ouais, exactement. Voilà, de la belle prod et puis surtout ce souci, voilà, de bien construire les matchs, de les amener de façon très naturelle et finalement de façon très incognito, enfin sans même s'en rendre compte. Tu l'as dit, on renouvelle la scène autour de ce titre-là. En fait, on change de casting, nouveau casting, C'est ça, on change de casting. saison 2, voilà, des nouveaux acteurs. On garde Sami Zayn et puis tout le reste change. Donc ça, c'est très très bien fait, ça se fait de façon très naturelle. Donc c'était effectivement un bon enchaînement. Allez, le Judgment Day. On en a parlé, on va en reparler. Il y a cette histoire de cartes là déjà. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé On a donc Finn Balor qui est là. Il y a toute la clique. Il vient pour protéger Dominique ce soir. La carte était mise à la poubelle, a-t-il dit à Damien Priest, que Damien Priest débat. Il dit, bah attends, c'est quoi cette histoire de carte? Je t'ai vu là, t'as pris la carte, donc la clé d'accès à la chambre d'hôtel de Liv Morgan. Il dit non, je l'ai prise pour protéger Dominique, je l'ai jetée à la poubelle, voilà, on passe à autre chose. Et puis ça chauffe pour Money in the Bank, parce que Finn Balor ce soir est dans un match de qualif. Et puis il lui dit, tu sais ce qui va se passer, je vais gagner la mallette et puis après je vais aller défier pour le Elle est championnat. cachée pour un titre. Caché pour un titre. Et là, David Priest fait, contre Cody Rhodes, évidemment. Oui, Détends-toi. tranquille. Tranquillo, poteau, voyons. Donc ça, c'était vraiment C'est cool. bien joué. Ouais. Et puis Dominique a perdu sa veste. Après avoir perdu la clé, il a perdu sa veste. Il cherche la veste. Tout le monde est à la recherche de la veste de Dominique. Donc chaque semaine, on va y avoir droit. D'ailleurs justement la veste, on l'a vu avec Liv Morgan qui se baladait avec la veste de Dominique pendant le match des films. On s'en fout un petit peu. Et c'est surtout un petit peu plus tard puisque on a eu un match Dragon Lee accompagné de Rey Mysterio et Joaquin Wild contre Carlito avec Dom Dom et JD McDonough. La grosse powerbomb sur Carlito et Liv Morgan qui débarque justement avec la veste de Dominique. Alors Dominique fait donne-moi ma veste. Et là Zelina Vega arrive, elle attaque Liv Morgan parce que Liv Morgan avait créé du grabuge pendant le match de Liv Morgan qu'elle avait perdu. Vous voyez, il faut suivre, mais voilà, tout était. Vous inquiétez pas, il y a des gens, des professionnels qui travaillent sur ce spectacle, monsieur. La bagarre entre tous les catcheurs, c'est le gros bordel. McDonough qui pousse Dragon Lee et Carlito qui fait un backstabber. Et donc la victoire de Carlito, c'est du grand n'importe quoi. Une victoire de Carlito en 2024 dans un 1v1. On aura tout vu. C'est du grand
n'importe quoi. Et puis, est-ce qu'on a retrouvé un petit peu, oui, derrière en coulisses, Domino Après, qui il a cherche récupéré sa veste. Ouais, il récupère sa veste. Morgan lui dit ah, j'aime bien que tu fais le chef là, que tu prends les commandes et tout. Et là, il lui I dit like when you're bossy. Ouais. tu peux l'enlever si tu veux. Alors, Dominique commence à retirer la veste. Et puis là, il y a Damien Priest qui débarque. Il dit mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Il dit c'est pas, je veux ma veste. Il récupère sa veste, il laisse. Lui, Damien qui va voir Liv, puis il fait mais laisse-le donc, ce pauvre garçon, il est si jeune. Elle dit, et puis l'autre, elle dit que Dominique, voilà, quand il dit non, en fait, il dit oui. Voilà. Ah bah Eh oui. bravo le message, hein. Bravo Ah, en bravo, 2024. c'est du joli, hein. Ouais, ouais. Bon voilà, je m'arrête là pour la grosse session de Judgment Day qu'on retrouvera pour le main event. Oui. Bon bah voilà, après la clé de l'hôtel, et ben la veste de Dominique. Mais oui, exactement. Après la clé, la veste, très très belle veste en peau de vache rose là, ouais, ou violette, je sais pas. Ok. Bon, Oui, il y a peut-être sûrement qu'elle une lui avait valeur rendu. sentimentale qui nous échappe, hein. Sans doute, sans doute, sans doute. Non, bah écoute, globalement, même commentaire que la semaine dernière, c'est-à-dire que le Judgment Day, je trouve que c'est très agréable à suivre toutes ces petites scénettes qui, du coup, parsèment les émissions de Monday Night Raw, donnent beaucoup de liants aussi, parce que tu l'as rappelé, mais en effet, tout s'imbrique. Liv Morgan attaquait Zelina Vega, qui du coup l'avait empêché de se qualifier pour le Money in the Bank. Alors Zelina qui revient foutre le bazar dans le match après derrière, où Liv Morgan s'était elle-même insérée puisque ça impliquait le Judgment Day, donc elle était venue foutre son nez aussi là-dedans. Donc tout ça est très sympa parce que ça donne évidemment beaucoup de vie à la mid-card et ça donne, on va dire, ça fixe un peu les yeux aussi sur des matchs qui sans quoi, je pense, en effet, on aurait plutôt tendance à assez vite zapper, parce que c'est vrai que Carlito Dragoni, on s'en fout un peu. Et au final, on a un petit match fun avec une victoire de Carlito, ça lui fera pas de mal. Et puis en même temps des développements. Donc voilà, tout ça contribue beaucoup, je trouve, à l'impression générale que me donnent les Raw depuis maintenant 4-5 épisodes qui sont très 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 faciles à regarder en fait. Et le Judgment Day y est évidemment pour beaucoup. Et puis bah voilà, en fait, ce fil rouge a encore été une fois très efficace. Plein de petits sous-entendus, de la comédie, des grosses ficelles, mais globalement tout marche très bien parce que encore une fois, les personnages du Judgment Day, je trouve, sont bien identifiés et bien campés. Et donc Dominique Mysterio est de plus en plus dans la panade avec cette Liv Morgan outrancière là dans son comportement. Je trouve que l'intervention de Damien Priest et puis même le petit dialogue qu'ils ont eu avec Liv Morgan derrière, ce père de famille responsable, la Damien Approche plus de Priest, mon tu vois, qui fils, dit ouais. écoute, arrête, laisse-le tranquille, il veut pas, t'as une Il mauvaise veut pas, il veut influence sur pas. lui et tout. Oui, oui. Toi, pas Alors que tu forcément sais, en colère contre elle, mais juste laisse-le, oui, c'est quoi. ça, laisse-le tranquille, arrête. Et alors que le Judgment Day, historiquement, c'était un petit peu le groupe des bad boys, des vilains garnements qui attiraient des problèmes Ouais. à tout le monde. Maintenant, c'est Damien Priest qui vient dire aux autres, arrête de créer des soucis à mes petits, là. Bon, ouais, j'ai trouvé ça assez marrant. Et donc voilà, encore une fois, excellent. Et on a toujours en ligne d'horizon ce retour de Rhea Ripley qui va fracasser là Liv Morgan qui s'annonce d'ores et déjà savoureux. Ouais, parce que visiblement, voilà, on a des nouvelles, mais pas trop de nouvelles de Rhea Ripley. Mais bon, c'est pas grave. Quand elle reviendra, tu as dit, il va y avoir de la C'est vrai qu'il castagne. il y a même un moment où Damien Priest demande à Finn Balor, je crois, pendant un segment, il dit Ouais, ah, c'est ça, ouais. t'as des news, t'as parlé à Rhea de tout ça, et Finn Balor qui dit oh non 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 non, Ouais, c'est ça. je, Vaut mieux pas. je ne veux pas mettre mon doigt là-dedans. Oui, oui, c'est ça, oui, il dit ça, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis, on a des nouvelles, mais pas trop, finalement. Ouais, c'est ça. Tu veux pas forcément être celui qui appelle Rhea Ripley en ce moment, Non, hein. Voilà. non. Elle risque de se défouler sur toi. Deux derniers segments avant d'attaquer le main event et surtout l'après main event. On a d'abord eu Karrion Kross, hein, qui lance un petit défi à Kofi Kingston. Voilà, hein, il fait peur, Karrion Kross. Oui. Ouais. Écoute, ça se développe hein, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Ça suit son cours, ça suit son Voilà, cours. ça prend 2 minutes et puis voilà, ça fait de mal à personne. Donc on va être, On a eu la réponse du New Day aussi. Et oui, direct, hein, Kofi qui a accepté Oui, tout de suite, dans la foulée. Et Kofi qui a accepté parce qu'il a été interpellé par Karrion Kross. Enfin, tu dis, voilà, Ouais. Karrion Kross qui a dit, je veux affronter l'un des deux, mais je préférais que ce soit Kofi, hein, Kofi. parce que tout le monde sait que Xavier Woods est bien mieux en coulisses que... voilà, donc petite pique. Et ce qui est pas mal dans la réponse de Kofi Kingston, c'est que il coupe de manière assez claire quand même la parole 2 fois à Xavier Woods, et on a quand même un petit jeu de regard entre les deux, parce que Kofi Kingston s'empresse d'accepter.
Xavier Woods, bon, écoute, il laisse filer, mais là aussi, j'apprécie la subtilité, on va dire. Non pas que ce soit dur à déchiffrer, je pense que vous avez compris, mais plus le fait que, encore une fois, voilà, on nous titille, les choses se suivent semaine après semaine, et on a l'impression quand même qu'on va quelque part. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Oui, voilà, c'est l'impression qu'on va quelque part. Voilà. On sait à peu près où, on a une direction. Par contre, il y en a un, on sait pas trop où il va aller. C'est Drew McIntyre. Drew Ah oui. McIntyre, il arrive sous les champs CM Punk, il s'en moque d'ailleurs, et tout d'un coup, il prend le micro, il dit qu'il ne peut plus faire ça, c'est fini. La WWE peut aller se faire voir, et il s'en va, il quitte. Et il quitte le ring, il se fait alpaguer, arrêté par Triple H en personne en coulisses, mais Drew McIntyre refuse de revenir à la raison. Adam Pearce aussi tente, voilà, les officiels tentent de retenir l'Écossais qui s'en va. Voilà, il était à 5 jours de la fin de son contrat, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi, mais visiblement, Drew McIntyre et la WWE, c'est terminé, Giscard, finito. Incroyable. Et ouais, quel coup de tonnerre, encore une fois. On a parlé de contre-feu en début d'émission. Celui-ci en est un autre, encore stupeur dans l'arène de Corpus Christi avec Drew McIntyre qui s'est pas embarrassé d'une longue promo. Hein. Il a pris le micro. Ouais. D'ailleurs, c'était Actor Studio, hein, peut-être les Oscars pour Drew McIntyre qui avait des trémolos dans la voix. Là, on sentait la gorge un peu nouée quand il a pris le micro. Il a tenté de dire quelque chose et puis il s'est repris et puis il a dit, comme t'as dit, fuck, screw this company, I quit, et il s'est barré. Et là, silence dans l'arène, on sentait que voilà, les gens ne s'attendaient clairement pas à ça. Et tu as dit, ouais, interpellé par Triple H. Alors, échange intéressant, on les entend, puis j'aime bien toujours cette façon de produire ces segments où, voilà, encore une fois, sans insulter l'intelligence de personne, bah, il y a ce côté image volée un peu, avec les caméras qui se battent pour essayer d'avoir un petit son, mais tout ça est très bien fait, parce qu'il y a toujours ce côté vraiment très pris sur le vif, encore une fois, je trouve très bien produit. Et on entend des bribes de discussion entre les deux et Drew McIntyre qui parle notamment de conférences de presse, de Clash at the Castle, et trucs comme ça. Alors c'est vrai que pour une fois, j'ai pas regardé la conf de presse, mais il me semble avoir vu passer dans quelques vidéos le fait que CM Punk avait été convié à la conférence de presse de Clash at the Castle. Il avait eu un micro Ouais. pendant cette conférence de presse, donc j'imagine que ça avait dû tracher, taunter, et que une partie du mécontentement de Drew McIntyre, c'est aussi, mais regardez, vous vous foutez de ma gueule, vous me respectez pas, en plus vous cautionnez tout. Donc c'est tout ça, encore une fois, bon, de toute façon, cette histoire a le potentiel d'être la storyline de l'été et un banger absolu. Je pense que les deux, quand ils vont se cogner dessus pour la première fois, ça va être absolument dantesque. Mais ça, plus l'annonce de CM Punk qui sera au SmackDown de Chicago dès ce vendredi, évidemment, il y a les barils de poudre n'attendent que l'étincelle là pour s'allumer. On sent que ça va, c'est d'ores et déjà must see TV vendredi à Chicago, avec, soit dit en passant, un bon gros fuck à la draft, hein, mais bon, ça c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave. J'avoue que j'y pense même plus. Ouais. Effectivement, Non, mais bon, ça il c'est faut pas déjà trop. oublié. Hein, voilà. Si ça peut les abuser hein, de continuer à C'est faire ça. ça. Eh bien, on arrive au main event. Et là, les choses vont bientôt devenir très graves, très sérieuses, voire Très très mortelles. sérieux. Puisque nous avons un main event sous la forme d'un match de qualification. Jey Uso versus Rey Mysterio versus Finn Balor. Alors déjà, grosse affiche. Déjà, grosse Oui, affiche. d'ores et De la déjà, on peut bonne, dire ça. de la triple frite bien grasse, là, avec la bonne sauce. Voilà, ça coule. Il y a plein d'huile. Ça jute de partout. Les 619 dans tous les sens. Jay qui arrive évidemment avant le match comme une star immense, un star qu'il est évidemment. Ça s'enchaîne dans tous les sens, les super kicks, les Rana, le double 619 de Rey Mysterio sur Finn Balor et Jey, ça fait alors, déjà que 1 ça a du mal à passer, mais alors sur 2 ça passe, incroyable. On sent que cet épisode, tout va basculer ce soir au Texas. Rey qui monte sur le turnbuckle et là qui va-t-il pas, c'est Dom Dom, le fiston qui vient, qui fout le bordel. Ah là là, il peut pas s'en empêcher. Là je croyais qu'il avait tourné la page, mais non, son père l'obsède encore, hein. Et puis surtout, il y a cette fille là qui arrête pas de l'embêter, alors peut-être que c'est une façon d'appeler à l'aide, hein, d'aller voir son père, il peut pas, je sais Oui, pas quoi peut-être, faire. peut-être, Il y a t'as cette raison. fille qui m'embête à la récré là, qu'est-ce que je dois faire? Et bah Ray, il a la réponse,
Il dit, tiens, mon fils, boum, une patate dans la tronche. Voilà, c'est comme ça. La vie est dure. Voilà. C'est ça. JD McDonough, Carlito qui arrive. Évidemment, c'est le gros bordel. Braun Strowman qui vient se mêler à la fête. Le jugement d'équipe part, qui s'enfuit par la foule. Le super kick sur Balor par le frangin Uso. Le spear qui est bloqué. Et le Sling Blade, et là on s'est dit, ouh là 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 là, le coup de grâce sur Rey Mysterio, mais c'est cassé par Jey Uso qui fait un énorme splash et qui vient donc shipper la victoire. Et oui, c'est ça la triple frite, ça peut venir de n'importe où. Et donc Jey Uso se qualifie pour Money in the Bank. C'est le premier qualifié pour Toronto, Giscal. Et oui, c'est le premier qualifié, tu fais bien de le dire, en effet, avec, d'ailleurs, soit dit au passage, de très jolis visuels utilisés, Oui, des animations, j'ai trouvé, voilà, côté un peu vieux, je sais pas ouais, comment film dire, noir décrire ça, mais détective, là, Carmen ouais, voilà, Sandiego et exactement, tout, voilà, là. exactement, voilà, tu as bien retranscrit la chose, donc pas mal du tout. Mais oui, bah écoute, voilà, premier qualifié, en effet, Jey Uso, au terme déjà on peut évacuer ça, mais bon, écoute, un super triple threat, hein, comme souvent, ils savent très bien faire. Dans un épisode normal, peut-être même que ça, tu vois, j'en aurais peut-être même profité pour donner à Rey Mysterio mon top, parce que, soit dit en passant là aussi, franchement, le mec a 50 balais, parce que c'est ça, de toute façon, hein, Rey Mysterio, avec des genoux qui doivent tenir maintenant par d'un fil, ce qu'il arrive encore à nous envoyer semaine après semaine à la WWE. Enfin, c'est vrai que, bon, allez, écoute, c'est absolument exceptionnel, la star, la légende qu'il est et qui continue de performer à ce niveau, c'est fou. Donc voilà, cela étant dit, super main event, évidemment, très bon choix de gagnant. Jey Uso, c'est un secret pour personne. Depuis des semaines, il a, dans ses promos et ses vignettes, il s'est déjà plus ou moins annoncé dans le Money in the Bank depuis des semaines maintenant. Donc il ne pouvait pas ne pas y être. Bah écoute, ouais, excellent, excellent, et tout ça, ouais, comme en plus lance les qualifs de Money in the Bank sous format, parce qu'on s'est pas trop arrêté sur le match féminin, mais sous format de triple threat qui du coup, bah moi me plaît bien, plutôt que c'est vrai que c'est les 1v1. J'aime bien ces Ouais. qualifs en triple threat parce que bon, déjà, c'est un secret pour personne, la WWE, moi je trouve c'est extrêmement bien produire les triple threats, hein, c'est rarement des déceptions. Et puis bah ouais, écoute, je trouve que ça fit bien aussi en plus au format, donc Ouais, ça top. permet des interventions parce qu'il n'y a pas de disqualification, ça permet de Ouais, voilà, ça permet protéger. beaucoup plus de possibilités de finish, ouais, Ouais, ça exactement. protège les méga stars. Du coup, ça peut permettre certaines surprises aussi, hein, parce que du Absolument. 1v1, Mm. Randy Orton versus Chad Gable, bon, par exemple, voilà, toi, tu fais bon, Ouais. ok, il y a pas trop de suspense. Là, tu rajoutes un troisième bonhomme, ah, tout de suite, il y a plus de surprises, il y a plus de surprises. Et oui. Donc, ouais, triple frite pour se qualifier pour les Money in the Bank, c'est validé par Catch-Up. Mais c'est pas terminé, c'est pas fini. Là, tu regardes, il reste 15 minutes, tu dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces QR codes que j'ai photographiés, scannés toutes les semaines, est-ce que toutes ces vidéos cryptiques, ces messages alambiqués, ces séances de psy, c'est même ces psychologues qui ont été kidnappés, parce qu'il fallait tout suivre, hein, des psychologues ont été kidnappés, il y avait l'air d'avoir des messages envoyés par quelqu'un qui voulait libérer des âmes égarées. La lumière s'éteint dans l'arène de Corpus Christi au Texas et un piano se met à jouer l'air que vous connaissez, l'air du thème de Bray Wyatt, comme ça, on suspend, comme ça, poum, poum, poum. Et là, ça dure, mais qu'est-ce qui se passe? Une porte apparaît, une porte s'ouvre, vous la connaissez cette porte, c'était la porte du retour de Bray Wyatt à la WWE, mais ce n'est évidemment pas Bray Wyatt qui sort de la porte, c'est une sorcière, oui, une sorcière, une femme qui, tel voilà un fantôme japonais, hein, rampe tout en robe blanche et cheveux noirs et l'air terrifiant, qui rampe et qui se lève et qui tend le bras. Voilà, on est dans une imagerie qu'on connaît. Si on a suivi un peu tous ces QR codes, toutes ces vidéos, tout cet univers hein, de Bray Wyatt plein de créatures sorties des pires cauchemars. Et là, c'est la bascule, Giscale. Parce qu'on aurait pu s'arrêter là. Et là, ça aurait été la déception. Moi, je m'étais préparé à ce qu'on s'arrête à un truc comme ça, toi. Pour leur Ouais. dire, ah, bah non, voilà. Et là, non. Puisqu'on est dans l'ère Triple H, l'ère Paul Lévesque, la caméra part backstage dans un immense plan séquence. Vous ne l'avez pas oublié, le plan séquence, vous allez en avoir un cette fois-ci. Et on entre dans l'arrière-boutique, dans les coulisses de l'arène.
la fumée se répand sur le sol, tel un gaz, hein, un gaz qui nous emmène tout droit dans le cauchemar, l'esprit dérangé d'un homme qui nous a quittés. Et là, des corps commencent à apparaître, des cadavres, tout simplement. Des cadavres, un massacre a été commis dans les coulisses de la WWE par des créatures sorties tout droit de l'horreur, puisque un homme immense, une créature immense, un géant, un colosse, armé d'un marteau d'une masse, avec un masque également de lapin, se retourne. On continue, on arrive dans la Gorilla Position. Là, jusqu'à là, c'est un tableau horrifique, hein. Un tableau horrifique. Je vous préviens, c'est une Absolument véritable boucherie à terrifiant. l'intérieur. Ouais. Une véritable Ah oui, boucherie c'est à une boucherie, l'intérieur. c'est le terme. Ouais. Puisqu'on a tout simplement une vingtaine de corps étendus, massacrés, voilà, tués, avec du sang partout, du sang sur les murs, jusqu'à et les auteurs de ce crime, de ces crimes affreux qui apparaissent un par un. On a notamment un personnage pareil qui lui se revêt du masque du comment il s'appelle, du Busard, hein. En fait, chaque personnage faisait un rappel aux créatures de Bray Wyatt. Et après, on entre derrière dans un couloir, on croise une autre créature, cette fois-ci avec un masque à gaz. Évidemment, pour ne pas tomber dans les effets peut-être de la fumée qui se répand, cette fois-ci avec des oreilles de cochon. Hein. Donc voilà, on continue les créatures de l'univers de Bray Wyatt, les fameux Wyatt 5 ou 6, on ne sait plus trop. Et là, l'oncle Audi apparaît derrière avec la lumière comme ça qui découpe sa silhouette, donc, qui paraît gigantesque, qui doit faire au moins 2,10 m. Il arrive avec un costume, des apparats mis à jour, hein, encore plus effrayants. Qui s'approche comme ça et qui danse et qui se rejoint comme ça à la salle en récupérant au passage ces sbires qui ont visiblement commis ce massacre. Alors on est dans une scène de Batman, là, hein. On est dans le Joker qui arrive et qui balance des bombes pour des gaz pour endormir tout le monde. Et donc toutes ces créatures, cette nouvelle famille d'âmes égarées posent ensemble sous le Titantron. L'oncle Audi, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, récupère la fameuse lanterne que vous connaissez tous et il déclare « Nous sommes là, we're here ». Fin. Et là, Incroyable. Incroyable, le cinéma tout simplement, un plan séquence jusqu'à incroyable. Alors déjà moi la première chose c'est que j'en ai eu plus que je n'espérais, je t'avoue, vraiment là pour ne pas être déçu, je m'étais dit parce que voilà, chaque semaine je suivais évidemment cette enquête avec tous ces QR codes, on savait, pour ceux qui suivaient, on savait que l'oncle Audi et l'univers de Bray Wyatt allaient revenir, mais alors comment? Parce que déjà bah voilà, c'est pas déjà, le mec est mort quand même. Le mec est mort. Bray Wyatt nous a quittés, c'est terrible. Alors déjà, de repasser derrière, il fallait le faire. On avait eu ce documentaire justement sur Bray Wyatt et son héritage lourd que doit porter son petit frère. Voilà, qui prend tout le poids de l'héritage de Bray Wyatt sur ses épaules et que vous connaissiez sous le nom de Bo Dallas, évidemment, à la WWE, Taylor de son véritable prénom, et donc qui a récupéré des âmes égarées et qui donc reprend l'héritage de Bray Wyatt dans un tableau de massacre tout simplement, un véritable massacre, puisqu'on a vu des catcheurs et des catcheuses étendus, on a vu un Chad Gable qui a passé de vie à trépas dans la Gorilla Position. Incroyable. Ouais, incroyable. Incroyable. Quelle scène. Alors, difficile fondamentalement à analyser, parce que je pense que c'est le genre de segment, c'est vrai que pas trop essayer de trop paraphraser aussi ce que j'ai mis déjà sur le Discord, parce que quand j'ai réagi à chaud après le visionnage, mais je suppose que ce n'est pas pour tout le monde. Enfin, je pense que ça c'est un lieu commun. Enfin voilà, tous les spectateurs de la WWE, du plus casual au plus hardcore, peu importe en fait, n'est pas forcément client de ces segments qui sont complètement hors. À la fois hors du temps, hors de la chronologie de la WWE, hors des canons de quoi que ce soit. Enfin, c'est vrai que là, ça confine au surréalisme,
Ouais. C'est totalement décalé. Bon, c'est l'univers de Bray Wyatt, hein, mais c'est totalement décalé de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça casse évidemment tous les codes. Hein. On est là, enfin tu l'as dit, c'est une scène d'horreur, c'est même carrément une scène de crime hein, qu'on nous a mis sous les yeux. Il y avait des mecs, enfin c'est ouais scène de film d'horreur, des gars avec des traînées de sang sur les murs et des cadavres qui jonchent le sol. Enfin c'était absolument hallucinant comme mise en scène. Bon déjà on peut évacuer, on peut traiter ça, mais enfin bon, ça fait maintenant des mois et depuis notamment la fusion avec Tikeo et on sent la patte ESPN, production. Enfin, il y a toute une équipe de production aussi qui a changé. Ça, voilà, tout le monde le sait. Ça, il suffit de regarder les émissions avant-après pour s'en rendre compte. Mais enfin, là, c'est vrai qu'on a l'impression, mois après mois, qu'on franchit de nouvelles étapes dans la mise en scène cinématographique à la WWE. Et alors là, c'était peut-être l'exemple le plus frappant qu'on ait jamais eu, avec un plan séquence dont ils sont devenus maintenant très coutumiers pour les entrées. Mais alors là, qui a carrément été, c'était un plan séquence avant-arrière, depuis l'arène dans les coulisses et depuis les coulisses dans l'arène, absolument hypnotisant, qui a aussi beaucoup, je pense, contribué à la réussite du segment à mes yeux. C'est l'absence de cut total et le côté, bah, du coup, t'es obligé de suivre cette curiosité, cette caméra qui avance et qui s'enfonce dans les méandres de quelque chose d'absolument horrible qui s'ouvre à nos yeux. Donc ouais, c'est parfaitement hypnotisant. Euh, et, euh, et donc oui, ce que je disais, voilà, bon, tout le monde ne peut pas être client de ça. Par contre, moi-même, d'ailleurs, moi le premier, j'ai jamais forcément été le plus grand fan de tout cet univers un peu fou de Bray Wyatt. J'apprécie, on va dire, la prise d'initiative et d'une certaine manière, j'appréciais la folie du mec parce Mm. que il a toujours eu cette volonté de proposer quelque chose de totalement différent et qui laissera à jamais une trace dans l'histoire de la WWE. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui est très beau, c'est de voir à quel point le flambeau a été repris là où il l'a laissé. C'est vrai que moi j'ai pas pu m'empêcher d'avoir des frissons et des frissons assez émouvants même quand il y a eu la porte qui s'est allumée et les notes de piano, là, cette répétition de notes de Ah piano qui oui. était Ah, les larmes sont montées ex- direct. ouais, qui était exactement le deuxième grand début de Bray Wyatt en 2022 quand il était revenu. Bon, voilà, c'est sûr que c'est forcément très émouvant parce qu'à ce moment-là, bon, évidemment, on comprend ce qui va se passer, mais on a presque l'impression qu'ils ont poussé le truc encore plus loin dans la folie du cerveau de la famille Wyatt. Mm. Euh, et, euh, et donc ouais, bah écoute, c'est quasiment impossible à analyser. Voilà, je pense que chacun y trouvera peut-être quelque chose dans ce segment. Maintenant, moi j'ai été fasciné, indéniablement. Fasciné sur l'instant et en même temps d'ores et déjà tourné aussi sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, à la fois avec un peu d'appréhension et beaucoup d'excitation, c'est Mm. sûr. C'est voilà, on a envie, on a envie de savoir voilà quel va être l'avenir de ce groupe, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les séquelles de cette arrivée absolument tonitruante qui, encore une fois, enfin, on a mis en place une scène enfin quasiment une scène de crime. Il y a plein de mecs de la production qui sont laissés pour morts à l'arrière. Toute la Gorilla Position est dévastée. On On a peut vu pas Chad faire comme Gable si qui a, c'était rien passé parce que non oui, seulement voilà c'est tout le monde l'a vu mais aussi contrairement un peu à ce qui se passait avant les commentateurs ces dernières semaines ont reconnu l'existence de tous ces QR oui, codes et c'est ça annoncé aussi. tout le monde était au courant qu'il allait se passer quelque chose donc tu peux même Voilà, imaginer qu'ils avaient renforcé la sécurité ou je ne sais quoi et que ces méchants bah, comme je l'ai dit peut-être dans un film de Batman, tu sais, t'as le méchant arrive quand même à parvenir à ses fins, il bien endormit sûr, tout le bien monde sûr. et il prend le Ouais. contrôle. Ça, c'était Et, aussi quelque chose de très différent. et oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'il y avait avec Bray Wyatt, il y avait cette ficelle un peu scénaristique qui servait d'échappatoire du côté de la schizophrénie Mm. du personnage qui était tantôt gentil, tantôt diabolique et monstrueux. Et d'une certaine manière, on les traitait presque comme deux personnes différentes. Et puis il y avait ce format d'émission télé avec la Wyatt Playhouse, là, je sais plus. Enfin bref, il y avait presque ce truc. C'était autre chose. C'était pas dans l'émission en quelque sorte, quoi. Ouais. C'était ailleurs. Là.
la catchphrase n'aura jamais peut-être aussi bien porté son nom, hein, quand ils finissent l'émission sur We're here, nous sommes là. Oui, Oui, mais tu là, sais, c'est sûr, là, vous êtes c'est le là. message. C'est le message qui Oui, était oui. indiqué depuis des semaines, c'est que à l'époque de Bray Wyatt, à la fois pour son retour, mais aussi effectivement avec la Firefly Funhouse, c'est Oui, voilà, on entrait Firefly dans son Funhouse. univers. Mais là, c'est son Hmm. univers qui entre dans le Qui est nôtre, en fait. rentré. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. C'est une très très belle analogie. Et de ce fait, la WWE est peut-être. Alors, et du coup, la Wyatt, la nouvelle Wyatt Family, et donc Feu Beau Dallas, on le dit. Et c'est là où je dis, il a poussé le vice encore plus loin et peut-être la prise de risque encore plus loin. Mhm. C'est-à-dire que là, ils sont sans filet, hein. Là, ils ont, comme tu dis, fait rentrer l'univers fantasmagorique de la Wyatt Family dans les canons de la WWE, avec une mise en scène, la Gorilla Position dévastée, Chad Gable, on a l'impression qu'il s'est pris une balle dans la tête. On a C'est un certains, assassinat. ouais, certains observateurs sur Twitter, sur certaines captures d'écran, semblent apercevoir apparemment que Gunther fait partie des victimes aussi Non, non, par non, non, terre. non, non, c'est pas possible. Je sais Il y a Braun pas, je sais Strowman, ça pas. c'est sûr. Il y a Braun Ouais, il Strowman. paraît, ouais, Quelques ouais, je mecs de sais pas, moi Judgment j'ai vu. Day. Le reste, Ah bon. c'est juste de la sur-image un peu. Voilà. Ouais, indépendamment de ça, ils pourront pas faire comme si rien ne s'était passé. Et donc, voilà aussi pourquoi je suis à la fois évidemment très excité, comme tout le monde, je Hmm. pense, de savoir ce qui va se passer, et en même temps un peu craintif, parce que si l'histoire nous a appris quelque chose quand même, c'est que voilà, le catch est fait de suspension d'incrédulité, est fait évidemment de grandiloquence, de spectacle, c'est le grand cirque de la vie. Le catch, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore ça. Maintenant, quand on va très loin dans le paranormal et dans l'horreur comme ça, il y a un moment où, dans la durée, c'est très compliqué de faire interagir cet univers-là avec tous les autres catcheurs. Il y a un moment où soit ça s'essouffle, soit on se heurte en fait à des incompatibilités de fait. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus raconter des histoires comme ça qui cassent les codes en permanence, parce que au moment, l'émission perd tout simplement de cohérence générale. Le catch, c'est aussi, c'est-à-dire que le roster, c'est aussi un univers au sens ouais, certaines œuvres dans la littérature ou dans les séries ou enfin dans les films, on parle voilà de cohérence de l'univers aussi et de l'œuvre. Hmm. C'est très compliqué de faire interagir un tel univers avec un autre. Donc ça va être un challenge qui pour moi est peut-être un des plus ambitieux qu'ils aient jamais tenté, très clairement. Parce que là, ils ont posé la barre tellement haute, t'as dit hein, toi-même que t'attendais peut-être pas autant. Je pense que, oui, en effet, là, Ils m'ont surpris. je pense qu'on n'était pas beaucoup à Ouais. attendre autant. Donc voilà, et il va falloir qu'ils arrivent maintenant à nous prouver est-ce que c'est tenable dans le temps, c'est ce type de gimmick. Voilà, je veux pas enterrer le truc dans l'œuf, mais j'ai quand même la faiblesse de penser que non, et que ils vont jouer sur une corde raide, ils vont être sur une corde raide quand même pendant très rapidement. C'est aussi un petit peu tout le sujet. Mais bon, écoute, en tout cas, ils sont partis là-dedans, ils ont embarqué tout le monde. Donc voilà, là l'été s'annonce absolument dingue. Ouais. 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 Il y a le t-shirt déjà en vente, hein. Des Wyatt, pardon, Six. Alors, mais pas Six, le chiffre, Six malade. Voilà. En fait, c'est Oui, les ouais, en Wyatt effet. Six, c'est Écoute, déjà en ouais, d'ailleurs, vente. moi, ça me déplairait pas que le sixième membre, d'une certaine manière, soit Bray de façon posthume aussi. Enfin, Ouais, bah oui. qui reste à Oui. 5, ça me Oui, choquerait pas. oui. A priori, voilà, il n'y avait pas d'autres personnages vraiment issus de Hmm. l'univers qui existent, hein, donc à moins d'en créer un nouveau, effectivement, le sixième, ça peut être Bray Wyatt, ça peut être nous, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Il y a quelque chose qu'ils peuvent faire s'ils veulent éviter de tomber dans un truc trop fantastique qui aurait du mal à vivre, plutôt à survivre sur la durée. C'est que finalement, ces personnages-là qui sont arrivés, alors certes, ils se mettent en scène, ils arrivent avec une grosse mise en scène digne de voilà des comics, etc. Malgré tout, ce sont des humains derrière. Hein. Oui. Si tu suivais effectivement le jeu de piste qui a été mis en place, ils sont allés chercher donc des laissés pour compte, des catcheurs, des superstars qui sont mis sur la touche. Voilà, je vous laisse deviner, si ce n'est pas déjà fait, l'identité qui se cache derrière ces masques. Hein. Ce n'est pas très compliqué pour certains Non. d'entre eux. D'ailleurs, ils se Qui sont dévoilés sur Twitter, hein. Enfin, ils Ah ont oui, eux-mêmes d'accord. changé leur. Ouais, ouais, ouais. Ils Ouais, ont bon eux-mêmes bah changé leur compte Twitter, donc c'est officiel. voilà, ce sont des low-cardeurs éternels, des superstars qu'on ne voyait plus, ou alors qui étaient partis, qui reviennent. Donc voilà, un casting qui faisait peur évidemment à Giscal, hein, parce que tu dis oula si c'est
tout ce roster-là, on est mal barré. Mais après, tu peux tout à fait, effectivement, partir sur un angle un petit peu de. Comme j'ai dit, ils sont très humanisés. J'ai bien aimé le travail sur les costumes, toi, où on était loin des costumes un peu idiots qu'on a vu lors du retour de Bray Wyatt, où on avait justement humanisé, ou en tout cas mis vie, donné vie aux marionnettes de Bray Wyatt, dans une imagerie Oui. complètement folle. Oui. J'avais kiffé également dans les gradins, mais là on était plus sur du cosplay de carnaval à la fête de l'école. Là on est sur quelque chose où en fait on rend plus hommage, on s'inspire de Oui, c'est l'univers de ça. Bray Wyatt. Donc Mm. c'est-à-dire que ça pourrait être des catcheurs, des superstars qui se sentent à la manière un petit peu d'une secte, hein, et là ça fait encore écho évidemment à l'univers de Bray Wyatt, la Wyatt Family, qui se sent pris en charge, libéré, voilà, inspiré par ce qu'avait tenté de créer ou créer Bray Wyatt, et qui lui rend hommage par un univers, voilà, une imagerie complètement folle, mais que peut-être derrière, finalement, il y a rien de fantastique, finalement. Toi, on est juste dans une espèce de thérapie de groupe mise en scène qui pourrait éviter justement de se retrouver avec quelque chose de trop Oui. Non, mais je pense surnaturel à que, gérer. en effet, une des premières clés pour la suite, je pense qu'en effet, il y aura une nécessité d'humaniser assez vite les personnages, ce qui parfois, ce qui d'ailleurs, ce qui a fait, je pense, défaut sur le long terme avec le film enfin, Ouais, le démon de Bray Wyatt, je pense qu'il c'est-à-dire qu'on peut pas éternellement jouer la carte des pouvoirs magiques. Enfin, c'est ce que je voulais aussi dire quand on dit qu'il y a ouais, deux univers qui, à un moment, se percutent nécessairement. Et d'ailleurs, je l'avais cité sur le Discord, mais je pense que l'exemple sans doute le plus célèbre, c'est aussi l'Undertaker c'est vrai, qui a démarré ouais. sa carrière sur beaucoup de paranormal. On se souvient du pouvoir de l'urne qui pouvait quasiment le ressusciter d'entre les morts, et puis sa période Ministry of Darkness et compagnie et tout. Bon, ça va un temps, mais après, finalement, ce qui a aussi fait la légende et le succès de l'Undertaker, c'est qu'ils ont réussi aussi à l'humaniser et à concentrer aussi sa légende sur ses performances et sur The Phenom, qui était finalement peut-être son gimmick et son surnom le plus populaire, le plus connu sur son prime. Ils avaient loupé, je pense, un peu ce virage quand ils avaient voulu faire une passation de flambeau avec The Fiend, qui était resté, je pense, enfermé dans quelque chose qui est intenable Mm. à la WWE, et qui avait donné un des matchs peut-être les plus infameux avec ce Hell in a Cell contre Seth Rollins, qui avait été obligé de mettre un coup de sledgehammer sur la tête pour en venir à bout. Enfin bref, ça, forcément on verse dans le n'importe quoi. Là, je pense que tu as raison, une des premières clés, ça va être de les humaniser. Par contre, il va falloir composer avec le fait que, voilà, encore une fois, ils ont semé un chaos qui est presque irréversible d'un point de vue storyline. Enfin, c'est vrai que Tu peux c'est pas très, proposer un très, contrat à ces gens-là. ah oui, c'est très, très compliqué. Et je pense qu'une des choses aussi sur lesquelles il faudra qu'ils ne transigent pas, c'est que cette faction, de fait, ne peut pas se cantonner à une seule émission. Il faut que c'est les fondations entières de la WWE qui doivent être impactées par ce qui s'est passé. Et donc, Ouais. j'espère que d'ores et déjà à SmackDown, ils seront non seulement mentionnés, mais que leur passage se fera ressentir. C'est-à-dire que voilà, il peut pas avoir ça qui est cantonné, on va dire, à la parenthèse rouge de la semaine. C'est pas Mm. possible. Ouais, ce serait bien, ce serait bien. Je sais pas s'ils vont le faire, parce que tu sais que c'est difficile aussi à tenir, ça, des fois. Ils l'ont fait, hein, avec le Judgment Day, parfois aussi un peu la Bloodline, donc ce serait vraiment intéressant, effectivement, d'avoir quelque chose qui va au-delà des... Voilà, qui ne se soumet pas à la réglementation du code intérieur de la WWE, où tu as le droit d'apparaître seulement pendant le show rouge, parce que t'as peut-être pas de contrat, mais bon, tu comprends. Ce serait bien que tu respectes le temps d'antenne de chacun. Donc on est d'accord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On espère, on ose penser qu'ils auront l'intelligence justement de trouver ce moyen de connecter ces deux univers. Hein. C'est ça, tu l'as dit, c'est un petit peu la petite inquiétude hein, C'est qu'on le peut challenge. ouais, Mm. c'est à la fois l'inquiétude et le challenge. L'inquiétude qu'on peut avoir et le challenge qu'on peut leur donner de marier ces deux univers. On a voulu faire entrer l'univers de Bray Wyatt dans notre monde. Je pense qu'il y a effectivement tout simplement des pistes, enfin des outils scénaristiques pour pouvoir le faire. Hein. Bray Wyatt a su faire. Hein. J'avais parlé de la Wyatt Family, la première itération, et c'était quelque chose de très concret, voilà, qui avait pareil un effet assez incroyable sur la foule et qui
et dont on ne se posait pas la question de est-ce que c'est réel ou pas. Voilà, effectivement. Bon, après, ça s'est un petit peu gâté. Plus on l'a laissé faire, plus ça partait dans tous les sens. Là, on peut espérer qu'effectivement, ils vont contrôler le truc. Et puis surtout, effectivement, là où tu as raison, c'est ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Il faut que ça soit quelque chose qui, finalement, une espèce d'épée de Damoclès, un truc qui étouffe, en fait, la WWE et dont l'ombre plane en continu. En tout cas, pour moi, c'est mission totalement réussie. Franchement, là, voilà. Après, je m'étais mis en condition. J'étais mis en condition pour être déçu. Donc forcément, j'étais happé, hein, comme le caméraman. Seul survivant du massacre. Il faut toujours en laisser un pour pouvoir raconter aux autres ce qui s'est passé. Le caméraman a fait wesh. Qui était le caméraman? Le caméraman est complice, c'est pas possible. Ah, c'est peut-être lui le 6e. C'est le caméraman. Oui, c'est peut-être lui. Voilà, c'est le genre de détail, je pourrais m'accommoder de laisser ça de côté. Oui, il faut bien. Sinon, on s'en sort pas. Non. Par contre, on sort, ce Monday Night Raw, on s'en sort comme ça, les yeux qui brillent. Parce que, il y a eu cet après-main event complètement fou, mais jusqu'à, visiblement, le reste a suivi. Et oui, le reste a suivi. Écoute, ouais, là, enfin, franchement, ça fait plusieurs épisodes maintenant que les Monday Night Raw sont vraiment magnifiques. Hein, c'est les bangers là. Celui-ci en fait encore partie, magnifié par cette fin absolument folle. Donc écoute, allez, on va grimper d'un cran dans les notes. Moi, je vais donner un 4,5 à ce Raw. Qui était franchement quasi parfait. Alors voilà, on n'ira pas plus haut parce qu'il faut se garder un peu de marge et puis il y a quand même un petit peu de raté, mais globalement moi j'aime ce qui se passe à tous les étages de la carte. C'est surtout ça qui ressort de ce Monday Night Raw de post Clash at the Castle, c'est que je trouve qu'on est en train de nous c'est pas on est en train, enfin d'ailleurs ça fait vraiment plusieurs émissions, je trouve plusieurs Raw qu'on nous propose quelque chose de consistant, qui évolue bien, c'est-à-dire que vraiment même dans la low card on prend le soin de jusqu'à vraiment des micro storylines, je dis encore une fois, hein, comme Karrion Kross et Kofi et les petits regards et tout. Je trouve que globalement rien n'est laissé au hasard, côté masculin on va dire, allez. Et donc c'est vraiment très plaisant à suivre. Moi je vois vraiment pas le temps passer sur les Monday Night Raw, c'est fou. Donc ouais, 4,5. Mon top, bon, je suis obligé de le donner à cette dinguerie là qu'on a eu en ouverture, mais voilà, beaucoup de très bons moments. Mais ouais, enfin c'est évidemment pour ce plan séquence de fou et cette plongée dans un univers morbide, hypnotisant. Et le flop, écoute, très honnêtement, c'est compliqué de sortir un flop de cette émission. Si je devais isoler peut-être une déception, il y a pas de, il y a rien. Non, il y a rien. Il y a rien. On n'est pas obligé. Moi, il y a rien qui m'a déçu sur cette émission. Tout est soit à sa place, soit bien au-dessus. Donc c'est très bien. Ouais. Bah écoute, moi ça va être pareil. Pas de flop, un méga top pour cette scène complètement dingue. Et j'y vais avec mon 5. J'y vais avec le 5. Allez, j'y vais avec le 5. C'était complètement dingue. En fait, c'est surtout on s'est fait puncher du début à la fin. C'est ça, c'est un truc de dingue. Ils ont pas arrêté. Au début, je vais dire, je vais pas donner un 5 et tout. Mais si, parce que je trouve pas de flop. Et puis, c'était complètement dingue. T'as raison. Je me fais plaisir. J'assume un gros 5 pour cet épisode déjà incroyable qui envoie donc Money in the Bank, le prochain PL sur les chapeaux de roue. Une nouvelle page se tourne, un nouveau chapitre, peut-être même un nouveau roman, un nouveau tome, qui commence dans l'histoire de la WWE avec ses retours à droite, à gauche, et puis ses départs, ses mystères. L'ambiance vendredi à Chicago va être complètement dingue. Eh bien, je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver gratuitement sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Et puis, on est sur les réseaux sociaux aussi également. Et puis, le lien vers notre Discord est dans la description. Toi, j'étais tellement pressé de te remercier, Giscal, que j'en oublie mes bonnes manières. Donc, merci à toi, Giscal. Un petit enregistrement comme ça, là, tout chaud, là, qui tombe dans la foulée. Eh ben écoute, c'était un plaisir partagé. En effet, l'excitation était telle qu'il fallait absolument qu'on réagisse le plus vite possible. J'étais ravi de le faire avec toi, encore une fois. Et puis on vous donne rendez-vous d'ici là à toutes et à tous la semaine prochaine. N'importe quoi. Je fais complètement dans le désordre. Le quartier dans le désordre. Vous avez compris ma catchphrase. Salut. Ciao tout le monde. Je me suis pris le pied dans les cordes tel le pauvre premier Damien Priest venu.